Donc, ce sera une leçon inaugurale pour vous donner quelques éléments de biographie du professeur. Donc, le professeur Abdoulaye Cissé est expert en logistique, en cyberdroit et en système et moyens de paiement, en droit des affaires. Il a été également le doyen de la faculté UFR des sciences juridiques et politiques de l'Université Gaston-Berger. Il a également été le premier recteur ayant posé les bases fondatrices de l'Université Bambey au Sénégal. En droit des affaires, il est l'expert en logistique chargé du contrôle de cohérence et de la qualité rédactionnelle des amendements aux actes uniformes de l'OHADA. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Abdoulaye Cissé pour la leçon inaugurale de ce colloque international. Professeur, vous avez la parole. Sous vos applaudissements. Mesdames et messieurs, chères étudiantes et chers étudiants, chers collègues, distingués participants, éminents collègues africains et du monde qui venaient participer à ce colloque, je voudrais dire un mot de remerciement à l'endroit du recteur de l'Université virtuelle Cheikh Hamidou Kane, le professeur Moussa Lo, et saluer très fraternellement le premier coordonnateur de l'Université numérique virtuelle du Sénégal, M. Faye, et l'ensemble de mes collègues et amis. J'en compte beaucoup au sein de l'UVS, ce qui fait que lorsqu'on m'a demandé de venir m'associer à vos travaux, il y a juste quelques petits jours, c'est en pensant à ces retrouvailles que j'ai dit oui, sans consulter mon agenda. Aujourd'hui, je suis heureux de venir introduire la question de l'éducation numérique à l'ère de l'intelligence artificielle, dans le cadre de votre colloque, dont le thème général, je le rappelle, ce sont les défis et opportunités de l'enseignement en ligne à l'ère de l'IA. Comment utiliser la technologie pour améliorer l'expérience d'apprentissage. N'ayant pas rédigé un texte, j'ai mes points, j'ai ma map et je vais vous partager l'essentiel de ce que je crois être approprié pour vos travaux. Vous le savez tous, la révolution numérique est une révolution dynamique et évolutive. C'est une de ses particularités si on la compare aux autres révolutions scientifiques ou politiques, voire culturelles. Cette révolution numérique, elle a engendré une civilisation. C'est la civilisation numérique. Je dis bien la civilisation numérique. Et vous me permettrez, surtout à l'endroit des étudiants, étudiantes de votre université, de leur rappeler, en hommage à votre illustre parrain, le sage Cheikh Hamidou Kane, lui qui disait au sujet de la civilisation, je le cite, « La civilisation est une architecture de réponse. » Une architecture de réponse. Mais il ajoute, sa perfection, comme celle de toute demeure, se mesure au confort que l'homme y éprouve, à l'appoint de liberté qu'elle lui procure. La civilisation est une architecture de réponse. Sa perfection, comme celle de toute demeure, se mesure au confort que l'homme y éprouve, à l'appoint de liberté
qu'elle lui procure. J'espère que la lumière de la sagesse de Cheikh Hamidou Kane constituera pour vous un viatique au quotidien, à chaque instant. Revenons à la civilisation numérique. Nous n'avons pas encore intégré tous les aspects de la civilisation numérique. Et voilà qu'elle nous amène une mise à jour fondamentale, disruptive, l'intelligence artificielle, qui se trouve être un nouveau chapitre révolutionnaire au cœur de la révolution numérique. Je dis bien un nouveau chapitre révolutionnaire au cœur de la révolution numérique. Si vous voulez les mettre en face à face, l'éducation du numérique par le numérique, dans le numérique, à l'ère de l'IA, vous avez comme un choc conceptuel, sémantique, d'où peut jaillir de la lumière ou une explosion qui vous plonge dans les ténèbres. C'est à vous de choisir. Vous avez les deux volets. Ça me poussera, pour introduire cette leçon, de revenir sur ces deux aspects en interrogeant la sémantique. De quoi on parle et pourquoi? Pour vous dire par la suite à partir de quel prisme je vais me poser pour partager avec vous quelques réflexions. Quand on parle d'intelligence artificielle, d'éducation numérique, la première chose à se dire, surtout vous, scientifiques et jeunes étudiantes et étudiants, vous avez pris le pari en invitant un spécialiste des sciences humaines et sociales pour parler d'un sujet éminemment scientifique, l'intelligence artificielle. C'est déjà un bon départ. Dans les sciences sociales, il y a une science mère que l'on appelle la sémantique générale. La sémantique générale qui a été inventée par Alfred Korzybski dans les années 30 nous dit ceci. La carte n'est pas le territoire. Le mot n'est pas la chose. Regardez bien. La carte, si vous avez une carte là de Diamniadio, ce n'est pas le territoire de Diamniadio. Le mot n'est pas la chose. Le mot chat ne miaule pas, vous le savez. L'odeur du poulet ne se mange pas. C'est ça ce qu'on appelle le mot n'est pas la chose. Donc, quand vous dites l'intelligence artificielle, le concept d'intelligence artificielle n'est pas l'intelligence artificielle. C'est ça ce qu'il faut comprendre dès le départ. Aucune image, aucun symbole, aucun mot, aucun concept ne peut permettre d'appréhender la réalité de quoi que ce soit. Et l'IA n'échappe pas à cette règle. Et ce qui s'est passé avec l'IA, c'est que vous êtes tombé dans un des pièges sémantiques. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est que l'intelligence de façon unanime. On ne sait pas ce que c'est qu'artificiel de façon unanime. Et du coup, vous avez une nouvelle réalité, je l'appelle ainsi, une nouvelle réalité, l'IA, qui soumet à rude épreuve l'intelligence cognitive, c'est-à-dire tous nos savoirs, l'intelligence collective, tout ce que l'humanité apprend sur elle-même de façon dynamique, l'intelligence connective, qui est la réalité d'aujourd'hui. C'est avec les connexions, les interconnexions que jaillissent les savoirs, et l'intelligence collaborative qui nous permet de travailler en synergie. Aujourd'hui,
la question qui va se poser pour vous, c'est que quand vous appréhendez n'importe quelle question, sachez que vous faites de l'inférence. La connaissance, elle est soit factuelle, soit elle est inférentielle. Donc, qu'est-ce que l'on infère de l'intelligence artificielle comme réalité? Il ne peut s'agir que de cela. Parce que la réalité de l'intelligence artificielle, elle est innommable. Donc, on en capte une partie que l'on durcit en mots. C'est tout ce que l'on peut faire. Et dans cet exercice, il y a 3 éléments fondamentaux que je voudrais mettre en exergue. L'IA, dans sa dimension technologique, cible, met le focus sur l'information. C'est une technologie ou des technologies de traitement des informations qui intègrent des modèles et des algorithmes. Donc, vous avez la donnée, vous avez la modélisation et vous avez les algorithmes. Que ce soit par l'apprentissage automatique ou le raisonnement automatique, vous retombez toujours sur l'information. C'est quelque chose de clé à ne pas oublier. Mais ce qui est passionnant avec l'IA, c'est que l'IA embrasse toutes les dimensions du processus de création de quoi que ce soit, en englobant ce qui est lié à la recherche, la conception, le développement, le déploiement, l'utilisation, la maintenance, l'exploitation, la commercialisation, le financement, la validation, la fin de l'utilisation, le démontage, les recyclages environnementaux, etc. L'IA est partout. Et cela pose des questions, des problématiques éthiques. Mais troisième dimension fondamentale, c'est que l'IA touche à tout le système. C'est-à-dire, notre système, vous savez, il est composé de sous-systèmes. Il touche à l'intégralité du système. Et cela pose des problèmes juridiques, éthiques et autres qui concernent la prise de décision, l'emploi, le travail, les relations sociales, la santé, l'éducation, les médias, la fracture numérique, l'état de droit, la sécurité, la police, les droits de l'homme, la liberté d'expression. On peut continuer la liste, on ne finit pas. On donnera juste un exemple supplémentaire parce que l'IA est partout. Si on se pose cette question, de quoi on parle, en mettant le focus sur ces dimensions, c'est parce qu'il y a un intérêt en jeu. Un intérêt en jeu, c'est ça ce qu'on appelle un enjeu. Aujourd'hui, l'enjeu pour vous, pour nous, c'est d'avoir une IA de confiance. Une IA qui nous permet de gérer les risques liés à son impact sur la société, de réguler les algorithmes qui sont utilisés par l'IA pour qu'ils ne soient pas des instruments de discrimination ou de déshumanisation. Pas de discrimination, pas de déshumanisation. Une IA de confiance, oui, mais une IA inclusive et solidaire pour qu'on puisse réduire davantage les inégalités, reconnaître la diversité des expressions culturelles et réduire la fracture numérique, la fracture scientifique. Une IA de confiance, une IA inclusive et solidaire, une IA pour tous. Si l'IA est pour tous, elle est obligatoirement centrée sur l'homme, sur l'humain. Et c'est ce qui permettra d'atteindre et de contribuer à l'atteinte de l'objectif du développement durable numéro 4 sur l'éducation de qualité, qui focalise sur l'humain. J'y ajoute une autre dimension. Et de ma perspective, c'est la plus importante. C'est une IA à sa juste place. Une IA à sa juste place. Pourquoi?
Nous sommes dans cette salle, nous tous, dotés d'un cerveau crânien qui a deux hémisphères séparés par une bande qu'on appelle le corps calleux. L'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. L'hémisphère gauche, c'est le cerveau analytique. Il n'y a que des algorithmes ici. Et l'hémisphère droit, il est analogique. Analogique. Le gauche est numérique. L'analogique a un langage symbolique. Mais c'est le langage aussi de la globalité, de la gestalt. Alors que là, nous avons tout simplement les analyses. C'est le cerveau opérationnel, si vous voulez. L'IA, avec toute sa puissance, se développe dans le cadre du cerveau gauche. Ce sont les éléments du cerveau gauche que l'on traduit en IA, parce que c'est plus facile. Le cerveau droit, c'est des images, c'est des symboles. C'est extrêmement difficile. Et c'est ça là, ce qui fait la particularité humaine. Une IA à sa juste place, c'est de savoir de quoi il ressort. Quand on parle d'IA, on ne pense qu'à une partie du cerveau. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, la vraie question, à partir de cet objet d'étude, c'est quel regard nous allons porter sur l'IA dans l'éducation numérique ou sur le numérique à l'ère de l'IA. Nous avons deux possibilités. Soit de rester à la surface, soit d'aller dans les profondeurs. Si vous êtes sur la surface, vous allez dire, ah oui, c'est une belle opportunité, on peut innover l'expérience d'apprentissage. Oui, c'est vrai. Nous allons avoir de nouvelles pratiques éducatives. Nous allons avoir de nouvelles compétences. Nous allons avoir une nouvelle éthique. Nous allons avoir de nouvelles pratiques de conception, etc., etc. Ça, c'est superficiel. Le deuxième niveau, le plus profond, c'est comment développer une intelligence artificielle en harmonie avec la totalité de l'intelligence humaine dans une éducation numérique moderne et performante. Est-ce que vous voulez la surface ou le noyau, ce qui se passe à l'intérieur? Un individu normal ne choisit pas entre la surface et la profondeur. Il prend les deux. Il développe l'IA et l'éducation numérique, mais il développe une IA en harmonie avec l'intelligence humaine dans une éducation numérique moderne et performante. Ça, ce sont les premiers mots pour situer là où on est et de quoi on parle. Et pourquoi? Comment je vais en parler? Soit je suis dans l'IA, soit je suis en dehors de l'IA. Je vous invite à regarder les apports de la science, mais des sciences humaines surtout, parce que généralement, les scientifiques, comme on dit, purs et durs, ne se posent pas certaines questions. Les choses sont tellement claires, notamment avec les mathématiques. Nous, en sciences sociales, avec le recul, et dans la sémantique générale, on dit qu'il y a deux extrêmes. Les choses les plus claires sont dans les mathématiques. Les choses les plus obscures sont dans la psychiatrie. Et entre les deux, on navigue. Donc, vous avez l'avantage de la clarté. Il y a des questions que vous ne vous posez pas. Je vais les poser. Quand vous voulez observer une réalité, vous devez avoir un point de vue, un point à partir duquel vous observez. C'est ce qu'on appelle les positions perceptuelles en sciences sociales. Si j'ai une position centrée sur moi-même, je ne vous vois pas. Je réfléchis par rapport à moi. Si j'ai une position centrée sur vous, je ne me vois pas. Je ne regarde que vous. Si j'ai une position centrée sur notre relation, comme ce que je suis en train de faire, je fais une leçon. C'est une relation.
je ne me regarde plus, je ne vous regarde plus. J'ai P1 centré sur moi, P2 centré sur vous, P3 centré sur notre relation. Est-ce qu'on peut, en toute logique, cibler les trois à la fois? Que je développe une réflexion en me regardant, en vous regardant, en regardant la relation entre nous. P1, P2, P3, à la fois. Où est-ce que je vais me placer? Je me place en hauteur. P4. Pour voir toutes les relations qui peuvent exister et toutes les perspectives qui peuvent avoir lieu. Vous savez comment s'appelle cette position P4? On l'appelle méta. C'est ça, être en méta-position. Donc, métaverse, ce n'est pas juste un jeu de mots. C'est une réflexion très profonde de changement de paradigme. Je me place en métaposition pour accueillir toutes les formes de l'intelligence humaine qui est multiple. L'intelligence humaine, il y a une partie consciente qui est dans le gauche et dans le corps calleux. Il y a une partie subconsciente et inconsciente qui est logée dans l'hémisphère droit du cerveau. Il y a une partie visible et une partie invisible. À l'ère du numérique, ça vous est très facile d'appréhender aujourd'hui l'invisible. Le Wi-Fi est là, qui le voit? L'électricité est là, qui la voit? Vous savez que ce sont des réalités, mais invisibles. L'intelligence la plus subtile, elle est invisible. Et à partir d'une position méta, je vais avoir deux supports pour réfléchir. J'ai l'approche systémique qui me permet d'appréhender la réalité dans sa globalité, une réalité holistique, pour envisager la complexité. C'est un outil d'analyse de la complexité. Et si je le fais, c'est ce qui va me permettre de comprendre l'impact de l'utilisation de l'IA. Dans la systémie, on raisonne en boucle. C'est des boucles infinies. Lorsque l'intelligence artificielle impacte la société, les humains, regardez la chaîne qu'elle va suivre. Elle va impacter nos pensées. Quand vous impactez les pensées des individus, ça impacte leurs émotions. Quand ça impacte leurs émotions, ça impacte leur comportement. Et quand vous impactez les comportements de quelqu'un, vous impactez ses attitudes. Et quand vous impactez les attitudes, vous impactez les habitudes. Et quand vous impactez les habitudes, vous impactez le destin de quelqu'un. C'est ça la boucle. Sans une perspective systémique, on ne voit que du feu. Les risques liés à l'intelligence artificielle sont des risques qui concernent l'humain à l'échelle universelle, c'est-à-dire l'humanité. Première méthode ou outil, approche systémique. Deuxième élément, c'est l'approche symbiotique. L'approche symbiotique, parce que nous cherchons une intégration réussie entre l'intelligence artificielle d'une part et les autres formes d'intelligence dans l'éducation numérique. C'est ça ce qui vous permettra de contribuer à la fois à améliorer les capacités humaines, je dis bien améliorer les capacités humaines, et de l'autre à protéger les droits des humains. C'est les deux qui sont imbriqués. C'est la raison pour laquelle, pour introduire, monsieur le recteur, cette thématique, j'ai deux axes. La première, c'est comment faire en sorte que les chercheurs, les gouvernants, les étudiants, les étudiantes
que vous intégriez la nécessité d'une vision consciente de l'intelligence artificielle dans l'éducation numérique. Une vision consciente. Le deuxième aspect, c'est comment vous allez l'encadrer et l'utiliser. Vous avez là, avec l'IA, un nouveau chapitre qui s'ouvre en matière de souveraineté. C'est un encadrement souverain de l'intelligence artificielle dans l'éducation numérique. Voyez-vous, je vous parlerai de conscience et de souveraineté. Si au sortir du colloque, où vous brasserez énormément d'idées, si vous voulez vous souvenir de ce dont j'aurais parlé, j'aurais parlé de conscience et de souveraineté. D'abord, la conscience. Je vais vous donner à réfléchir sur 3 sagesses intemporelles. La première nous vient de Einstein, que vous connaissez tous, qui nous dit l'homme et sa sécurité doivent constituer la première préoccupation de toute aventure technologique. L'homme et sa sécurité doivent constituer la première préoccupation de toute aventure technologique. On l'oublie. Ces éminents scientifiques avaient une place pour l'éthique. Einstein, si vous le revisitez, vous voyez qu'il parle toujours des 2 cerveaux. Le cerveau analytique et le cerveau de l'intuition, de la créativité, tout le temps. Et il considérait que l'analogique était plus puissant que le numérique. L'autre, vous l'avez connu dans vos études au lycée, Rabelais. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et pourtant, on continue à faire dans la science sans la conscience. Et après, quand la maison brûle, on vient dire, mais ce n'est pas normal. Il ne faut pas limiter notre science. Personne ne cherche à limiter la science. On veut juste vous rappeler que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Le dernier qu'il a écrit de la façon la plus claire que je vais vous partager, c'est Edgar Morin, le spécialiste de la complexité, qui aujourd'hui a 102 ans, est tout frais, et qui dit ceci. Je vous le cite, mais écoutez-le très bien. Il dit « Les sciences humaines n'ont pas conscience des caractères physiques et biologiques des phénomènes humains. Les sciences naturelles n'ont pas conscience de leur inscription dans une culture, une société, une histoire. Les sciences n'ont pas conscience de leur rôle dans la société. Les sciences n'ont pas conscience des principes occultes qui commandent les élucidations. Les sciences n'ont pas conscience qu'il leur manque une conscience. Il est temps de prendre conscience qu'une science privée de réflexion et qu'une philosophie purement spéculative sont insuffisantes. » Et il résume tout dans une phrase. Conscience sans science et science sans conscience sont mutilées et mutilantes. Fin de citation. Je crois que la messe est dite. Ce qu'il faut savoir, c'est que dorénavant, vous avez avec l'IA une opportunité pour intégrer l'éthique dans la conception et l'usage des technologies de l'IA. C'est ça ce que l'humanité a. Vous savez, le monde nous parle, mais c'est un langage non verbal, invisible. C'est comme quand on a les pandémies. Le coronavirus nous a donné un choc, nous tous.
mais c'est un appel de la conscience. On dit dans la langue des oiseaux que les virus, ce sont les ruses de la vie. C'est ça, virus, les ruses de la vie. Quand vous avez l'IA aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est de dire, mais vous avez un cerveau gauche ultra développé, mais utilisez-le pour féconder davantage et utilisez les trésors qui sont enfouis dans le cerveau droit. Et vous continuez à dire, il n'y a que le gauche, il n'y a que le gauche, il n'y a que le gauche. C'est ça le problème. Donc, c'est une opportunité à exploiter. La recherche et l'éducation doivent être orientées vers le respect de soi et le respect de l'autre. La recherche et l'éducation doivent être orientées vers la satisfaction des besoins humains. On n'est pas là pour spéculer, tout simplement. On fait quelque chose qui ait du sens pour l'être humain. Cela requiert un recentrage autour de l'humain et par conséquent autour des sciences humaines et sociales. Les barrières s'effondrent. On n'a plus besoin de cette silotisation où l'on va dire les sciences dures sont d'un côté, les sciences molles ou subtiles sont de l'autre côté. On a besoin des deux. On a besoin de notre corps qui est fait à 70% d'eau et du squelette qui est dur à l'intérieur pour qu'on puisse se tenir debout. Mais si vous optez en disant « je n'aime que le squelette sans la chair » ou « je n'aime que la chair sans le squelette », c'est ça ce qu'on appelle être mutilé et mutilant. Donc, vous voyez, nous avons besoin d'une sensibilisation, monsieur le recteur, chers collègues. Nous avons besoin d'une éducation ouverte et accessible à tous les niveaux. Mais que ce ne soit plus un focus uniquement sur l'enseignement numérique ou sur l'enseignement supérieur. Ça concerne toute la société, tout l'humain. Vous devez regarder le respect, la protection des droits de l'homme. Vous devez regarder la protection de l'environnement. Comment assurer la diversité et l'inclusion pour qu'on puisse vivre dans des sociétés pacifiques, justes et interdépendantes. Et cela nous oblige à recourir à des règles éthiques à tous les niveaux. J'y reviendrai dans un instant pour vous dire comment on fait pour transcrire cela dans le quotidien. Ce qu'il faut savoir, dans la sémantique générale, il y a eu des recherches extrêmement poussées et que je trouve utile de vous partager sur ce qui nous différencie des autres, nos cousins, les animaux, et les autres cousins que parfois on oublie, qui sont les végétaux. En sémantique générale, la réflexion, c'était au sujet de la recherche de l'élément le plus caractéristique de l'humain. Qu'est-ce qui nous différencie des autres? On a pris le cycle de l'évolution, on s'est rendu compte que la mission des végétaux, qui sont en nous, hein, tout ce que les autres ont, on l'a, mais on a un plus. La mission des végétaux, c'est de transformer l'énergie du soleil en énergie utilisable pour les autres. C'est ça la mission universelle des végétaux. On l'appelle énergie binding. Les animaux, leur mission, c'est d'assurer le déplacement, la mobilité d'un lieu à un autre. C'est ça leur rôle. Vous voyez, ce sont les abeilles, les insectes qui font la pollinisation. Vous les enlevez, l'humanité disparaît. C'est ça leur mission. Space binding. Et les humains, c'est quoi leur particularité? Les humains, ce qui les caractérise, c'est la jonction du temps, l'intergénérationnel. Ils capitalisent sur ce qui a été fait et ils se le retransmettent par l'éducation. C'est ça la capacité humaine, qu'on appelle le time binding. Mais nous avons tout à la fois. Ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui nous arrive?
c'est que lorsqu'on développe la mécanisation à outrance, on perturbe le système ou l'écosystème qui ne se voit pas, qui est invisible et qui est là. Donc, prise de conscience de la réalité de l'intelligence, prise de conscience sur la nécessité d'introduire l'éthique dans l'éducation numérique, dans la recherche sur l'IA, pour pouvoir l'utiliser de façon souveraine et responsable. Comme ce sont des actes de colloque qui seront publiés, les détails seront dans le texte. Mais là, je ne veux pas entrer dans des démonstrations très pointues sur les questions éthiques. Je vais passer à la deuxième partie sur l'encadrement souverain de l'IA dans l'éducation numérique. Et là, je commence par vous rappeler que l'IA sonne comme un électrochoc dans le monde de l'éducation numérique en particulier, mais dans le monde en général. Regardez, l'IA oblige les chercheurs, les inventeurs, les créateurs, et je vous félicite, il y a plein de créateurs dans cette salle. J'ai vu toutes vos recherches au niveau de l'académie, les découvertes, même le recteur en personne et les autres collègues. C'est fantastique. Mais aujourd'hui, on vous oblige à aller chercher des solutions à l'extérieur de l'IA. Vous savez où se trouve l'extérieur de l'IA? Il est dans les autres sciences, d'une part, et d'autre part, il est à l'intérieur de vous-même. Vous ne le questionnez pas. Quand vous êtes devant une machine, vous raisonnez avec les deux yeux. Vous savez que l'œil gauche est connecté au cerveau droit et l'œil droit est connecté au cerveau gauche. C'est comme ça que la nature fonctionne. Ça signifie quoi? Regardez-le. La plupart d'entre vous, vos deux yeux ne sont pas de la même taille parce que vous n'utilisez pas l'œil gauche. Vous regardez avec l'œil droit. Il est musclé, toujours ouvert, et l'autre cligne. Parce qu'il est connecté au cerveau droit et vous ne le faites pas travailler. Donc, les gens sont là. Œil droit, cerveau gauche. Pour aller à l'intérieur de soi, il faut l'œil gauche connecté au cerveau droit. L'IA oblige les décideurs à se mettre à jour. Mise à jour, comme pour les logiciels, mise à jour pour simplement pouvoir jouer le rôle de régulateur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nos États, beaucoup de gouvernants qui ne savent pas par où commencer quand on leur parle de l'IA. Déjà, vous savez que ce n'est pas facile pour vous parce que vous êtes obligé de faire des recherches intenses pour être à jour. Que dire des gens dont ce n'est pas le métier, qui ne comprennent rien à rien? Et c'est à vous de les amener, de les sensibiliser en leur disant, écoutez, le monde a changé radicalement. Les gens que vous voyez là, ils ressemblent à des humains comme il y a quelques décennies. Ils n'ont rien à voir. C'est d'autres personnes qui sont en face de vous. Les réveiller à cela. L'IA accélère l'obsolescence des politiques et des lois. Les éminents juristes qui sont là. Abrogation par désuétude du fait de l'IA. Ça pourrait être une belle réflexion. N'est-ce pas, M. Bahoum Correa? Le problème est dans l'effet. E2FET. L'effet de l'IA. Et non pas dans l'effet. LESFAITS. Le phénomène IA n'est pas problématique en soi. Ce sont les effets de l'IA qui nous empêchent de dormir. Et pour cela, on a besoin d'une approche disruptive. Tous. Au début, la disruption était un choix. Aujourd'hui, c'est une nécessité. Vous savez où se trouve le potentiel de la disruption? Vous le savez, c'est dans le cerveau droit. C'est là où on disrupte. Toutes ces créations qui vous émerveillent dans les TIC viennent de là. Et j'en dirai un mot tout à l'heure. Donc, cela vous nécessite
un recadrage systémique. Toute action isolée est vouée à l'échec. La systémie, c'est l'interdépendance de la complexité. Je le dis à l'attention des plus jeunes et de mes cadets, pour leur dire c'est quoi la complexité. Si vous tracez une ligne, là où vous êtes, ceux qui prennent des notes, vous tracez une ligne, vous avez d'un côté ce qu'on appelle la simplicité, ce qui est simple. Et à l'extrême, vous avez le chaos. La simplicité, c'est tout ce qui obéit à une logique linéaire. Je suis en domaine chez les mathématiciens, c'est très agréable de leur parler de logique linéaire. C'est ça ce qui est simple. La logique, le chaos dépend de la logique circulaire. Et au milieu, il y a un enchevêtrement de logique circulaire et linéaire. C'est ça ce qu'on appelle la complexité. Une chose complexe nécessite de l'ouverture, nécessite d'être en méta pour pouvoir appréhender toute la complexité. Si nous voulons réussir, il faudra une intelligence totale et une intelligence collective. Sinon, ça ne marche pas. Aujourd'hui, le Sénégal a une stratégie sur l'IA. C'est une très bonne chose que nous saluons tous. Mon devoir est de rappeler à chaque fois que je vois une stratégie, d'insister sur la nécessité d'avoir des visions à long terme. C'est bien d'avoir 5 ans, mais c'est encore mieux si on regardait devant nous. Parce qu'aujourd'hui, vous faites du big data, vous avez les procédés, les algorithmes analytiques prédictifs, mais allez plus loin. On peut faire de la prospective sans plan opérationnel, mais juste voir là-bas. Vous savez, c'est quoi la prospective? Ce n'est pas de dire que je rêve là-bas, en 2060, par exemple, le centenaire de l'indépendance du Sénégal, 2060. En 2060, il y aura 50 millions d'habitants au Sénégal. Si je mets le cap là-bas, en 2060, et j'amène 2060 en 2023, et je travaille, je réfléchis, est-ce que c'est la même chose que de rester en 2023, les yeux rivés sur les élections de 2024? Ce n'est pas la même chose. Faire de la prospective, c'est amener le futur dans le présent. C'est comme ça qu'on se développe. Et pour cela, vous avez besoin d'une approche centrée sur l'humain, pour une souveraineté de l'humain sur l'IA. C'est ça la nouveauté. La souveraineté numérique des premiers âges de la Révolution est en train d'être revisitée. On n'est plus dans la souveraineté numérique stricto sensu. On est dans la souveraineté de l'humain sur le numérique, à l'ère de l'IA. C'est tout un programme qui se manifeste comment? De deux façons. On a besoin d'une IA qui est faite par et pour les humains et non des humains pour l'IA. C'est un renversement de paradigme. Une IA par et pour les humains, ça va nous pousser à chaque recherche de pouvoir dire quelle était la place de l'homme. Je ne viens pas à dire je suis un chercheur, je suis brillant, j'invente ce que je veux, et que ça vienne déstabiliser les ordres sociaux, que ça vienne créer le désordre ou le chaos, parce que c'est une belle découverte. Non, une IA au service de l'humain. Les États, les entreprises, les éducateurs, tout le monde doit s'approprier cette nouvelle vision. Mais pour que ça fonctionne, j'ai dit une IA par et pour les humains et non les humains pour l'intelligence artificielle, s'accompagne d'une quête
s'accompagne d'une quête d'équilibre. Une quête d'équilibre entre les valeurs marchandes et les valeurs non marchandes. C'est-à-dire entre les valeurs du marché, gagner de l'argent, croissance, et les valeurs non marchandes qui ne se monnaient pas et qui tournent autour de la dignité humaine. Tout ce qu'on fait doit être le résultat de cet équilibre très subtil entre le marché et la dignité humaine. Personne ne doit gagner l'autre. Si vous faites que de la dignité, vous allez tuer la créativité. Si vous ne faites que du marché, vous allez tuer la dignité humaine. Vous allez déshumaniser. Introduire cela dans des curricula, vous n'avez plus le choix. Vous devrez enseigner l'éthique sur vos plateformes, l'offrir en formation à distance pour tous les chercheurs, tous les étudiants du Sénégal et du monde. Parce que l'Afrique a beaucoup à apporter sur le plan éthique au reste du monde. Vous avez l'obligation aussi, en tant que chercheur, éducateur, de l'introduire dans vos critères d'évaluation. Un chercheur qui produit un document ou une création extraordinaire, on peut refuser de publier ça dans un comité de lecture, revue avec comité de lecture, parce que la dimension éthique n'a pas été prise en compte. Ou telle création, on lui refuse le brevet parce que la dimension éthique n'a pas été prise en compte. C'est ça les nouveaux challenges, monsieur le recteur et chers collègues. Cela va se traduire dans les faits par une planification interdisciplinaire. La silotisation, le fait de travailler en vase clos, derrière des cloisons, c'est révolu. Tout le monde doit travailler en même temps, ensemble. Vous avez besoin de nouvelles compétences préalables à l'éducation aujourd'hui. Ça signifie quoi? Mise à jour, mise à jour. Quand on disait aux enseignants, il faut se recycler, c'est quelque chose qu'ils n'aimaient pas entendre. Mais aujourd'hui, vous achèterez un appareil qui n'accepte pas de mise à jour, un logiciel sans mise à jour. Mais ça va à la poubelle. L'être humain fait sa mise à jour quotidienne, quelles que soient nos croyances. On fait la mise à jour à chaque sommeil. Et quand on se réveille, on redémarre chaque jour. Si vous travaillez quelque part sans faire de mise à jour, vous rendez un mauvais service à vous-même et à tous vos semblables. Il faut des initiatives de recherche sur l'utilisation responsable et éthique des technologies de l'IA. Avoir des cours en ligne, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Favoriser la recherche pluridisciplinaire, transdisciplinaire et créer une commission de l'éthique de l'IA. Ça ferait tache d'huile. Nos échanges d'il y a quelques années, monsieur le recteur, je vous disais que l'UVS, à l'époque, est la première université du Sénégal. C'est ce qu'elle doit être. Mais comme les gens ne sont pas encore réveillés, ils sont dans l'univers analogique, ils vont aller construire un peu partout. C'est ça l'avenir. Aujourd'hui, puisque vous êtes au centre et que vous collaborez avec tout le monde, créez la Commission nationale d'éthique de l'IA. Tout le monde en profitera. Et ça vous permettra de donner une impulsion très forte à l'université sénégalaise. Après, il va s'en suivre les éléments que vous ne pouvez pas régler tout seul. La politique éducative et scientifique du Sénégal. Nos lois sont obsolètes. Il faut prendre le taureau par les cornes et dire, mais mise à jour, mise à jour. La gouvernance et la régulation de l'IA aujourd'hui n'a pas de texte. Comment réguler les algorithmes?
Comment éviter les biais cognitifs qui créent de la discrimination et de la déshumanisation? C'est notre collègue, le professeur Olivier Sagna, qui disait, avec beaucoup de lucidité, il dit le cloud, on appelle l'informatique nuagique, infonuagique, il dit le cloud n'est pas dans les nuages, il est dans la savane. Oui, c'est vrai, c'est de la lucidité. L'IA, ce n'est pas dans les machines, c'est chez les humains. Ça vient de là. Un cerveau humain, s'il est tordu, peut créer une IA tordue. Et c'est cette vigilance éthique qui doit permettre de mettre à jour de façon correcte. Je cite un de vos collègues, Smith Nepan, qui disait que si nous continuons à avancer aveuglément, nous devons nous attendre à voir une augmentation des inégalités couplée à une disruption économique, des troubles sociaux et dans certains cas une instabilité politique avec un risque accru pour les populations technologiquement défavorisées et les minorités sous-représentées. C'est un enjeu de taille. Et les gens le savent. N'oubliez pas, la science est neutre dans sa substance, mais dans sa mise en œuvre, elle ne l'est pas. Elle reçoit la coloration humaine. Vous savez comment on appelait la sociologie à ses débuts? On dit que la sociologie est la fille de la colonisation. C'est quand on a eu le projet colonial, quand certains ont eu un projet colonial, ils ont dit pour coloniser quelqu'un et l'asservir, il faut aller l'étudier. Sociologie, anthropologie, ethnologie. Et les résultats vous permettent de venir après manipuler les individus sans difficulté. Mais la sociologie n'est pas mauvaise, l'anthropologie n'est pas mauvaise, ni l'ethnologie. Mais tout dépend de l'usage que certains humains en font. Il en est de même pour l'intelligence artificielle. Vous aurez besoin de comités d'éthique, de lois éthiques, de politiques d'éthique, avec des dispositifs de suivi-évaluation tout à fait aux normes. Voyez-vous, c'est de nouveaux chantiers qui nous interpellent, nous tous, et on est obligé d'aller de l'avant parce qu'il n'y a pas de possibilité de retour. Je sais qu'il y a un panel, je vais conclure. Au terme de ce que je viens de vous dire, mesdames, messieurs, et les étudiantes et étudiants du fond, j'ai 2 leçons que je voudrais que vous puissiez retenir, 2 leçons. Conscience avec une nouvelle perspective. L'impératif d'allier la science et la conscience pour trouver le point d'équilibre. Sortir de la dualité. La dualité, vous savez, c'est quoi? C'est plus et moins. Soit je suis en plus, soit je suis en moins. Ce qu'on appelle la dualité en philosophie. C'est pas bon. Vous savez quel est le point d'observation? C'est le point 0. Il faut être au point 0. Regardez à gauche plus, à droite moins. Allez au point 0 pour réussir la symbiose entre la science et la conscience. Conscience. Deuxième élément, souveraineté, avec une nouvelle dimension. Je ne parle plus de souveraineté numérique au sens strict. Je parle de la souveraineté de l'humain sur le numérique à l'ère de l'IA. Jusqu'à la prochaine frontière où l'on modifiera, on actualisera, on mettra à jour. Si vous retenez ces 2 principes et vous les mettez en œuvre, vous allez faire ce que Cheikh Anta Diop appelait le déblocage scientifique. Il dit, nous sommes coincés, bloqués scientifiquement. Mais la clé, on l'a perdue. Ces 2 éléments, si vous les avez, vous débloquez et vous prenez votre envol. Vous savez, aujourd'hui, aux États-Unis, il y a des Américains qui participent à ce colloque. Les statistiques sont sur Internet, vous pouvez les voir. Vous savez quel est l'auteur le plus lu aux États-Unis? C'est un poète soufi, Rumi.
Rumi, Jalal-Din Rumi, est le poète soufi le plus lu aux États-Unis, toutes couches confondues. Je voudrais vous partager un de ses poèmes où il parle de l'intelligence. Il dit ceci, je le cite. Il y a deux sortes d'intelligence. L'une acquise dans l'enfance, à l'école, les faits mémorisés et les concepts tirés des livres, ce que dit le professeur. Collecte des informations des sciences traditionnelles comme des sciences modernes. Avec cette intelligence, tu t'élèves dans le monde. Tu te places devant ou derrière les autres en fonction de ta compétence à garder l'information. Tu navigues avec cette intelligence, ici et là, dans divers domaines de connaissances, toujours acquérant plus de points sur des tablettes rassurantes. C'est la première intelligence. Vous voulez connaître la seconde? La seconde, il y a une autre sorte de tablette. Une qui est déjà complète, formée et préservée à l'intérieur de toi. Une source débordant de tout. Une fraîcheur au centre de ta poitrine. Cette autre intelligence ne jaunit ni stagne. Elle est fluide et ne vient pas des conduits de plomberie apprentissage extérieur. Cette seconde connaissance est une fontaine issue de toi, sortant de toi. Fin de citation. Vous voyez, monsieur le recteur, chers collègues, chers étudiantes et étudiants, chers experts de l'IA, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est aller en conscience à la découverte de la seconde tablette qui est à l'intérieur de vous-même, de nous-mêmes. Elle contient toutes les clés, toutes les réponses aux problématiques de l'IA que l'IA vous lance, nous lance. Votre première intelligence dont est sortie l'IA, elle vous connecte, elle nous connecte au monde extérieur. La seconde intelligence nous connecte à notre monde intérieur. Nous savons interconnecter les intelligences extérieures, les machines. Nous savons le faire. Mais savez-vous vous connecter? Connecter votre conscient à votre subconscient? Est-ce que vous savez vous connecter à l'inconscient? Je vous assure que c'est plus facile que toutes les recherches que vous faites. Mais c'est parce qu'on ne vous l'a pas appris. À l'occasion d'une autre rencontre, pour ceux que ça intéresse, je vous montrerai comment on se connecte au subconscient. C'est à cette seconde tablette-là que je me suis connecté pour vous offrir l'essentiel de ce que vous venez d'entendre et qui restera en vous. Je vous remercie.